Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Pour ça il faut se resituer dans le contexte. L'appel du 18 juin ça se situe dans le cadre de la débâcle française du début de la Deuxième Guerre mondiale. L'armée française en fait stratégiquement était dépassée, elle n'avait pas assez de chars et d'aviation, ce qui expliquait justement ce désastre. Cette stratégie dépassée se reflétait aussi justement par l'obsession de la ligne Maginot qui nous protégerait les chefs d'état-major, alors que Hitler va contourner cette ligne Maginot en passant justement par la Belgique. Donc, stratégie totalement dépassée, ce que De Gaulle lui-même avait vu dans son livre Vers une armée de métier dès 1934. Il montrait justement que les chars et l'aviation allaient révolutionner toute la stratégie militaire et que nous étions dépassés d'un point de vue stratégique là-dessus. En mai 1940, il était d'ailleurs lui-même à la tête d'une division de blindés, leur fameuse contre-offensive de Montcornet. Il faut savoir qu'à l'époque, il était seulement colonel et que le 23 mai, il était nommé général à titre provisoire par Paul Reynaud, le président du Conseil. À 49 ans, c'était le plus jeune général justement de l'armée française, ce qui n'était déjà pas rien. Et en pleine débâcle, peu de temps après, le 6 juin, Paul Reynaud le fait entrer au gouvernement. Alors c'était un titre modeste, mais il était quand même sous-secrétaire d'État à la Défense. Au même moment, Paul Reynaud nommait aussi Philippe Pétain vice-président du Conseil et Weygand en chef des armées. Il y avait deux stratégies en fait qui s'affrontaient. Pétain et Weygand qui voulaient l'armistice et qui pensaient que la victoire n'était plus possible. Et il y avait De Gaulle et Mandel qui voulaient au contraire une résistance à tout prix et qui ne voulaient pas que la France arrête, que la France devait continuer le combat. De Gaulle, stratégiquement, voulait d'ailleurs un réduit breton, une résistance en Bretagne dans un premier temps pour se replier en Afrique du Nord. Le gouvernement aurait été transféré à Quimper plutôt qu'à Bordeaux, mais Albert Lebrun, le président de la République de l'époque, a préféré Bordeaux sous les conseils du triste Pierre Laval qui s'est illustré après justement par sa collaboration. Dans le même temps, De Gaulle, après envoie Paul Reynaud envoie De Gaulle à Londres pour négocier avec Churchill, pour relever la France de ses obligations de négocier, de ne pas pouvoir négocier seul avec l'ennemi. Et un fait peu connu est que Churchill, sous les conseils de Monnet, adopte l'idée d'une alliance totale franco-britannique qui aurait amené une fusion des deux gouvernements et qui aurait empêché justement une paix isolée de part et d'autre. Et le 16 juin à 17h, De Gaulle dicte justement au téléphone à Londres le texte à Paul Reynaud. Le 16 juin au soir, De Gaulle arrive à Bordeaux, il s'attend à être reçu en fanfare avec cet accord franco-britannique, mais désastre, il apprend justement que Paul Reynaud s'est démis de ses fonctions au profit de Pétain, et là, De Gaulle sait à ce moment-là que c'est l'armistice et la paix avec l'Allemagne qui va l'emporter, puisque c'était justement la ligne de Pétain et de Weygand. De Gaulle croit même qu'il va être arrêté, et son premier esprit, c'est de dire « je vais aller à Londres pour allumer la flamme de la résistance ». Il reçoit de Paul Reynaud 100 000 francs de fonds de réserve cachés du gouvernement, et il planifie sa journée du 17 juin comme si de rien n'était, avec des rendez-vous. Vers 9h, il accompagne l'envoyé du gouvernement britannique, Sir Edward Spears, à l'aéroport de Mérignac, qui se serre la main juste devant l'avion. Et là, l'avion commence à rouler, et justement, De Gaulle saute dedans au bond. Imaginez à ce moment-là la tête des officiers et des policiers sur le tarmac. C'est une action déjà qui est assez folle et inédite. Et d'ailleurs, Churchill dira dans ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale, et on ne peut lui donner tort, que De Gaulle, dans ce petit avion, emportait avec lui l'honneur de la France, et c'est exactement ça, il a accompagné avec lui, il a emporté l'esprit de résistance qui ne veut pas s'arrêter. Pétain lance dans les ondes son message d'intronisation bien connu, et De Gaulle, justement, il arrive à Londres à ce moment-là, et il demande aussitôt à Churchill de pouvoir s'exprimer à la BBC, de s'exprimer auprès du peuple français via la BBC. Le texte préparé par De Gaulle, il est soumis par contre à l'aval du cabinet de guerre britannique, et qui se réunissait en conseil le 18 juin à midi, mais il se réunissait en conseil en l'absence de Churchill. Or, ce texte est rejeté dans un premier temps par Lord Halifax, le triste ministre des Affaires étrangères britannique, qui lui était prêt à négocier avec les Allemands, il était pro-allemand, c'est lui qui avait négocié les accords de Munich, et il était prêt à négocier avec Göring, et il craignait surtout la perte de la flotte française si ce message venait justement à froisser Pétain, parce que le message était assez virulent. Spears, justement, intervient au secours de De Gaulle.
il sort Churchill de sa sieste vers 17h et ils arrivent à un compromis. De Gaulle peut enfin enregistrer cet appel et ce message, et celui-ci est diffusé le 18 juin à 22h. L'appel, en fait, je vais vous le lire parce que c'est important d'avoir ce contexte-là. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique et terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, ce sont les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Donc voilà, c'est l'appel du 18 juin. Et dans la foulée, il y a la signature de l'armistice le 22 juin. Et il renouvelle justement son appel le 22 juin avec solennité pour appeler à poursuivre le combat et à le rejoindre. Il faut savoir qu'à l'époque, la très grande majorité des Français ignorent cet appel. Il y a peu d'ailleurs qui vont l'écouter. Et dans le même temps, il y a 8 à 10 millions de civils qui dérivent sur les routes de France dans l'exode. Et la plupart, justement, vont vers le sud de la France, en France libre. Et la plupart des Français et des Européens à cette époque pensent que la guerre est terminée et gagnée par l'Allemagne, même au Royaume-Uni. À Carlton Garden, justement, De Gaulle reçoit les Français qui se rallient à lui, mais c'est très peu de personnes. C'est 500 personnes dans les premières semaines, autant dire rien. Et même les Français qui étaient à Londres, il y en a plein qui rentrent en France et qui ne le rejoignent pas. Un fait symbolique, c'est évidemment l'île de Sein, où la plupart des hommes en âge de combattre décident dès le 22 juin de s'embarquer pour l'Angleterre. Et pour rejoindre De Gaulle, ils étaient quand même 128, ça peut paraître peu, mais c'était le quart des premiers Français qui ont rejoint De Gaulle et qui vont rejoindre De Gaulle justement à Londres dès le 22 juin, donc l'île de Sein est célèbre pour ça. Le 28 juin, Churchill reconnaît De Gaulle chef des Français libres et il appelle tous les Français qui veulent résister à se rallier à lui et pour défendre la cause alliée. À l'époque, le Royaume-Uni est seul. De juin 40 à juin 41, le Royaume-Uni se bat seul contre l'Allemagne. Il y a l'épopée évidemment de la France libre. Derrière ça, il y a le 2 mars 41, notamment la victoire
de Koufra et le célèbre mot du maréchal Leclerc, donc Koufra en Libye, qui jure de déposer les armes que lorsque les couleurs françaises flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Donc ça, c'est le début de la France libre. Il y a d'autres batailles, la bataille mémorable évidemment de Bir Hakeim en Libye, fin mai 1942, début juin 1942 avec le général Koenig, une résistance héroïque des Français libres pendant 16 jours où il n'y a que 3700 Français qui se battent contre 37 000 Allemands et Italiens menés par Rommel. Et cet acte héroïque va empêcher justement la prise de l'Égypte et du canal de Suez, stratégique, par justement les forces nazies. En 1944, sa France libre va participer à la libération de la France, et on l'oublie, c'est près de 1 300 000 hommes entre la France libre, les forces françaises de l'intérieur et l'armée d'Afrique qui vont participer à la libération. Ils vont participer en masse, notamment au débarquement de Provence du 15 août 1944 et à la libération de Paris et de Strasbourg avec le général Leclerc. Donc on oublie que la France libre a participé à la libération de la France aux côtés des Alliés, ce qui a permis à la France de rester une grande puissance. Alors que retenir justement de cette épopée mémorable de la France libre et de l'appel du 18 juin? C'est que, premièrement, ceux qui dégradent les statuts du général de Gaulle en France ou de Churchill au Royaume-Uni sont des imbéciles qui connaissent peu la complexité de l'histoire et l'immensité de ces deux grands hommes. Et surtout aussi, il ne faut jamais tomber, c'est je crois la morale de l'appel du 18 juin, dans l'esprit d'abandon et de renoncement. Beaucoup aujourd'hui en France sont exactement dans les mêmes mots, qui nous disent que la France serait trop petite, elle serait dépassée, elle ne pourrait rien sans l'Union européenne. Tout ceci, c'est une vaste blague. La France a de nombreux atouts à valoir, et croyez-vous qu'un petit pays comme la Suisse, beaucoup plus petit, avec beaucoup moins d'habitants, 8 millions d'habitants, a ce genre de renoncement? Évidemment non. De Gaulle d'ailleurs disait lui-même, dans le C'était de Gaulle, le père Fitte, que s'il fallait choisir entre l'indépendance de la France et le marché commun, il vaudrait mieux l'indépendance de la France que le marché commun, parce qu'il avait compris que c'était l'indépendance nationale et la souveraineté qui comptaient avant tout. Comme si la France, en fait, ne pouvait pas vivre comme une nation libre et indépendante. C'est complètement absurde. Comme si la France, 5e ou 6e puissance économique du monde, selon les variations de taux de change ou autres, 2e zone économique exclusive du monde, qui s'est encore agrandie d'ailleurs récemment de 150 000 km², 4e ou 5e puissance militaire du monde, comme si la France ne pouvait pas vivre sans s'allier sur tous les sujets avec 27 pays alentours. C'est complètement absurde. Comment font les 165 autres pays du monde pour vivre et survivre sans l'UE? Ils font de la coopération internationale comme ça se faisait avant l'UE et comme ça se fera après l'UE. Il ne faut jamais avoir cet esprit justement de renoncement et d'abandon. D'ailleurs, c'est ce que disait lui-même De Gaulle dans son discours d'Alger du 3 novembre 1943. 20 siècles peuvent attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France, et c'est la même chose aujourd'hui. Il faut croire en la France et il ne faut jamais renoncer.